Bonjour à tous, et bien écoutez, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui puisque je suis avec Thibault Leblanc de Nomination, qui est d'ailleurs devenu un de mes amis. Donc on est ravi de vous rencontrer ce soir pour traiter un sujet qui intéresse nos deux sociétés et surtout qui vous intéresse vous, vu que vous êtes présent. C'est le sujet de la notoriété qui est un sujet essentiel pour les cabinets d'avocats. Alors moi je m'appelle Valentin Tonti-Bernard, je suis le cofondateur et président de la société Anomia. Anomia, c'est quoi? Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie qui est exclusivement dédié au cabinet d'avocats. Notre objectif, c'est de donner, les moyens aux avocats d'atteindre leurs ambitions en partant des méthodes de l'entreprise qu'on applique à la spécificité des cabinets d'avocats. Et qu'est-ce qu'on fait concrètement? On fait de la formation business, du coaching business et des missions de conseil en stratégie. Alors Thibault Leblanc, à vous de vous présenter, mon cher ami. Donc bonsoir tout le monde. Premier webinaire pour moi, donc j'espère que vous serez indulgents. Je suis content de faire ça avec Valentin. Moi, du coup, je suis directeur de marché du marché avocat depuis 2 ans maintenant chez Nomination. Et du coup, j'accompagne aussi au quotidien les avocats qui souhaitent engager de nouvelles discussions avec leurs prospects, générer du business. Et nous, on va plutôt les aider sur la partie data. Donc, vous mettre à disposition les bonnes données sur vos clients, sur vos prospects, pour engager de nouvelles discussions, faire du business. Et du coup, effectivement, Valentin est plutôt sur la stratégie. Donc, on a un vrai partenariat qui est créé entre nous deux. Et aujourd'hui, on va vous présenter du coup un sujet qui nous tient à cœur, celui de la notoriété pour les cabinets. Ok, donc comment on va fonctionner? Là, on parle plus de nous, maintenant on rentre vraiment dans le vif des débats et dans le vif du sujet. On va parler de la notoriété pour les cabinets d'avocats. Donc, comment on va fonctionner? On va fonctionner en 5 points, puisque c'est moi qui ai imposé ça à Nomination, vu que je fonctionne toujours en 5 points. On va déjà commencer par traiter de la notoriété. En gros, qu'est-ce qu'est la notoriété? Comment est-ce qu'on la met en place? Comment elle doit s'articuler? On va beaucoup parler de positionnement et de positionnement marketing, puisque si vous me connaissez et que vous avez déjà vu un webinaire, c'est des sujets qui me sont extrêmement chers. Dans un deuxième temps, on va identifier quelles vont être les cibles que vous allez devoir adresser. Parce qu'on ne fait pas de la notoriété n'importe comment, c'est-à-dire que pour mettre en place une stratégie de notoriété qui soit une stratégie pertinente et qui puisse générer du business pour vous, il faut qu'on le fasse auprès de cibles identifiées. Une fois qu'on aura fait ça, je passerai la parole à Thibault pour l'étape numéro 3 qui sera OK, mais en fait, à quel moment on rentre en contact avec ses prospects? Quel est finalement le bon moment? Quel est l'élément déclencheur qui va faire qu'on va rentrer en contact avec eux? Une fois qu'on va rentrer en contact avec eux, là, on va passer sur la stratégie d'acquisition. En gros, qu'est-ce que la stratégie inbound marketing? Qu'est-ce que la stratégie outbound marketing? Et comment on fait pour transformer les cibles qu'on a identifiées en prospects, pour les avoir au téléphone, en rendez-vous, par mail, par visioconférence, peu importe, mais pour avoir la chance, enfin, et dernière partie, de les convertir en clients. Donc j'espère que ce programme vous plaît. De toute façon, vous l'avez vu sur l'événement, donc il vous plaît. Et sans plus attendre, on va commencer par mes deux parties. Du coup, un, stratégie de notoriété, et deux, identification des cibles et donc des prospects pertinents par rapport à votre activité. Donc, il va falloir commencer par la base. Qu'est-ce que la stratégie de notoriété? La stratégie de notoriété, c'est le fait d'être identifié par ses cibles et uniquement par ses cibles comme étant un acteur pertinent qui peut répondre à leurs objectifs ou à leurs problématiques. C'est-à-dire que si vous êtes un avocat en droit social et que vous vous adressez à des dirigeants de PME, on n'en a rien à faire que vos anciens camarades de fac, s'ils ne sont pas des vecteurs de business, que votre mère, que votre frère, que votre sœur, que des plombiers, que des dératiseurs, que des constructeurs puissent voir ce que vous faites ou puissent être intéressés par ce que vous faites. Les seules personnes à destination desquelles vous allez écrire du contenu, à destination desquelles vous allez délivrer de la valeur, ça doit être vos cibles. Et donc, pour que derrière, on puisse finalement avoir une stratégie de notoriété qui soit pertinente, il va falloir qu'on puisse coupler deux choses. La première chose, c'est un positionnement par expertise. Ça, aujourd'hui, l'ensemble des avocats qui ne sont pas des avocats indépendants ou généralistes, vous l'avez aujourd'hui. C'est-à-dire que vous faites du droit social, vous faites, pardon, social, soit du droit des affaires, soit du taxe, soit du droit immobilier, soit du droit de la famille, soit du droit pénal, soit de l'arbitrage international, peu importe. Cette expertise métier-là, vous l'avez et vous la revendiquez. Sauf que celle-ci, aujourd'hui, n'est plus assez importante. C'est-à-dire qu'on doit rentrer vraiment dans la granularité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous prétendez être avocat en droit social, vous êtes nécessairement en concurrence avec des milliers d'avocats sur le territoire français. C'est-à-dire que pour un profane, il n'y a rien de plus similaire qu'un avocat en droit social qu'un autre avocat en droit social. Ou qu'un avocat en droit du travail et un autre avocat en droit du travail. Il va donc être nécessaire de pouvoir identifier
qui vont être les prospects cibles, et notamment sur le secteur d'activité cible, pour pouvoir dire aujourd'hui, je fais du droit du travail à destination des PME dans le secteur d'activité de l'industrie et plus particulièrement de la chaudronnerie. Si vous arrivez à coupler un critère d'expertise, droit social, et un critère de secteur d'activité, chaudronnerie, vous n'avez plus de concurrence. Vous n'avez aucune concurrence. C'est-à-dire que derrière, si on a un chaudronnier qui vient chercher un avocat en droit du travail, peut-être que vous ne serez pas choisi. Mais quoi qu'il arrive, vous serez contacté et vous serez entendu à partir du moment où vous êtes visible. C'est-à-dire qu'avant de mettre en place une stratégie de communication ou une stratégie de notoriété, il faut que derrière, vous puissiez avoir un positionnement marketing qui soit un positionnement qui va être pertinent par rapport à la cible que vous avez déterminée. Sans ça, toutes les actions que vous allez mettre en place, elles vont être extrêmement complexes. Donc ça, c'est la première chose. Je vais vous l'illustrer avec un autre exemple. On a eu l'exemple, et qui était extrêmement drôle, j'ai regardé une vidéo il n'y a pas longtemps d'un disciple de Simon Sinek qui disait, OK, il y a un avocat qui vient voir deux coachs sportifs. Il cherche à savoir quel coach sportif il va pouvoir choisir. Il y a un des coachs sportifs qui lui dit, ben voilà, moi je fais faire des entraînements qui durent tant de temps, ça produit tel résultat. Et l'autre sportif lui dit, moi je fais faire des entraînements qui durent tant de temps et qui produisent tel résultat. Et dans mon portefeuille, j'ai beaucoup d'avocats. Et finalement, le coach sportif, la personne qui était avocate, qui a choisi le deuxième coach sportif, l'a choisi parce que dans son portefeuille de clients, il avait des avocats. Alors que finalement, cette personne est coach sportif. C'est-à-dire que vous choisissiez le coach sportif numéro 1 ou le coach sportif numéro 2, finalement, le mec, il va juste vous faire des pompes, des abdos et vous dire d'aller courir. C'est-à-dire que peu importe qu'il ait des avocats ou pas, ça n'a aucun impact pour vous. Et bien en fait, le fait que le coach sportif numéro 2 ait dit, mais moi en fait je connais les avocats parce que de mon portefeuille client, j'ai des avocats, a donné à l'avocat l'envie de le sélectionner. Alors que pour autant, il n'y avait rien qui justifiait au vu de son activité que l'avocat aurait dû choisir le deuxième coach sportif. Mais c'est ce positionnement marketing et l'affirmation d'une catégorie que vous allez viser qui fait que finalement votre prospect vient majoritairement vers vous. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, vous faites tous partie de cabinets. Si vous êtes indépendant, c'est un peu différent, mais en tout cas, je vais m'adresser à ceux qui ont des cabinets qui sont plus importants. Aujourd'hui, la stratégie de notoriété, elle va nécessairement s'opérer à deux niveaux. C'est-à-dire que si on reprend mon exemple, l'avocat qui fait du droit social à la destination des chaudronniers, l'ensemble du cabinet d'avocats ne va pas communiquer à destination unique des chaudronniers. Parce qu'on n'a pas un cabinet d'avocats qui est destiné aux chaudronniers, on a un avocat qui fait du droit social qui a défini comme cible les chaudronniers. Donc là, on va devoir mettre en place une stratégie de notoriété qu'on appelle une stratégie de notoriété à deux salves. La première salve, ça va être une stratégie de notoriété qui va s'opérer au niveau du cabinet d'avocats, ce qu'on appelle du company branding. Donc là, l'objectif, ça va être de pouvoir viser une cible beaucoup plus large en affirmant son professionnalisme, son track record, sa capacité à travailler pour des PME. Et la deuxième salve, ça va être que l'avocat va travailler sur son personal branding pour pouvoir se positionner sur un secteur d'activité. Imaginons qu'on ait un cabinet d'avocats avec 5 départements. Ces 5 départements sont tous tournés vers le droit des affaires et tous tournés à destination exclusive des entreprises et des dirigeants. Ce cabinet d'avocats-là va se positionner comme étant un cabinet d'avocats de référence qui va travailler à destination des entreprises entre 30 et 80 salariés qui se situent, prenons l'exemple de Fabrice Méatz que je vois dans le webinaire, à Toulouse et dans la région toulousaine. Ce cabinet va se positionner sur l'ensemble de ces activités-là, ou en tout cas l'ensemble de ces entreprises qui correspondent à ces critères qui sont uniquement des critères d'effectifs. Il va falloir que chaque avocat au sein du cabinet de Maître Méatz puisse se positionner sur un secteur d'activité pour être le plus pertinent possible. C'est-à-dire que le cabinet Méatz Avocat va dire, OK, moi en fait, je peux m'adresser à l'ensemble de ces entreprises parce que finalement, j'ai la légitimité, j'ai l'expérience pour pouvoir le faire. Et on va coupler ça à l'avocat en droit social qui va aller viser les chaudronniers, l'avocat en droit fiscal qui va aller viser les dératiseurs, l'avocat en droit, en droit des contrats qui va aller viser l'industrie textile pour que finalement on arrive à coupler la marque
du cabinet d'avocats et dans la droite ligne de la marque du cabinet d'avocats, un segment plus fin qui sera incarné par un associé au sein de ce cabinet d'avocats. Ça va nous permettre de plus facilement toucher notre cible et d'avoir un levier de transformation qui est un levier extrêmement rapide. Ça, on le met immédiatement en place au sein de nos formations Boost et nos formations Business Partner parce que c'est ça qui arrive à créer un impact immédiat. Quand vous vous positionnez sur des secteurs d'activité, ça ne veut pas dire que vous êtes enfermé à l'intérieur de ce secteur. Ça veut juste dire que de façon privilégiée, vous vous adressez à ce secteur d'activité. Et ce n'est pas parce que vous allez au bout d'un segment que derrière, vous allez être catalogué comme étant l'avocat qui s'occupe uniquement des dératiseurs. Ça veut dire que le premier acte de développement que vous aurez eu et tout le contenu et la notoriété que vous aurez créé, vous le créerez sur les dératiseurs. Mais rien ne vous interdit a posteriori de le faire sur les plombiers, de le faire sur les ébénistes, etc. Si on raisonne sur des entreprises beaucoup plus traditionnelles et beaucoup plus classiques, si on prend par exemple Amazon, Amazon avant de devenir finalement le monstre multicéphale qu'il est aujourd'hui, qui vous permet de vous livrer du papier toilette, des stylos, et je tire le trait, mais des satellites nucléaires, Amazon à la base, ça distribuait uniquement des livres rares qu'on ne trouvait pas en librairie. C'est-à-dire qu'ils se sont positionnés uniquement sur ce segment-là. Une fois qu'ils ont atteint 30% ou 35% du marché aux États-Unis, ils ont adjoint un second segment. C'est les CD rares qu'on ne trouvait pas chez les disquaires. Une fois qu'ils ont fait ça, ils ont été sur un autre segment, puis un autre segment, puis un autre segment, puis un autre segment. Et grâce au capital qu'ils avaient pu enclencher, ils ont pu ouvrir des dizaines et des dizaines de segments de façon simultanée et parallèle, ce qu'aujourd'hui vous ne pouvez pas faire parce que quoi qu'il arrive, vous n'avez pas recours à la levée de fonds ou vous n'avez pas de financeurs tiers qui peuvent vous abreuver en termes de cash. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que sans positionnement stratégique, sans positionnement marketing, votre stratégie de notoriété va être extrêmement énergivore, va vous prendre énormément de temps et va vous coûter de l'argent sans pour autant ne vous apporter les résultats escomptés. Parce que si derrière, vous n'êtes pas bien positionné et si la cible que vous souhaitez viser n'est pas pertinente, derrière, toutes vos actions n'auront quasiment aucun impact. Je vais prendre un exemple qui me parle beaucoup plus puisque c'est l'exemple d'Anomia. Anomia, on fait du conseil en stratégie. Ainsi soit-il. Sur le territoire français, il existe énormément d'entreprises qui font du conseil en strat. Par contre, des entreprises qui font du conseil en strat à destination des cabinets d'avocats, déjà, on est beaucoup plus restreint. 3 ou 4 entreprises. Ensuite, on adresse majoritairement les avocats qui font du droit des affaires. Donc, on restreint encore le scope. C'est-à-dire qu'on vise seulement une cible qui correspond à 30 000 ou 40 000 personnes en France. C'est une cible à l'échelle d'un marché qui est extrêmement restreinte. Mais on le fait pour développer notre expertise, pour développer notre compétence et surtout pour avoir un positionnement marketing qui est pertinent. Aujourd'hui, rien ne nous empêcherait de faire du conseil en strat à destination des experts comptables, à destination des notaires, des AJMJ, des CPI, des huissiers, peu importe. On décide de le faire à destination exclusive des cabinets d'avocats. C'est notre premier segment. Une fois qu'on aura atteint le pourcentage du marché qu'on veut atteindre, on verra ce qu'on fait. Est-ce qu'on ira en Europe? Est-ce qu'on ira dans le monde? Est-ce qu'on ira sur un marché qui va être un marché parallèle? Mais en tout cas, ça nous permet d'avoir des résultats extrêmement rapidement. Et c'est ça qu'il faut réussir à faire au sein de votre cabinet pour avoir une croissance extrêmement rapide et surtout pouvoir développer une stratégie de notoriété qui est très pertinente. C'est plutôt que de viser l'ensemble des entreprises qui pourraient avoir recours à du conseil, comme c'est le cas, toute entreprise peut avoir recours à du conseil. Vous diminuez un maximum le scope et aujourd'hui, nous, on s'adresse à 7000, 6800 entreprises. Donc en gros, on peut les cibler, on peut les identifier, on peut distribuer du contenu qui va être pertinent pour leur activité parce que derrière, on les a identifiés. Alors maintenant, j'en viens à ma partie 2. J'espère que j'ai été clair sur la notoriété. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser. Maintenant, on en vient à la partie 2. Je vous ai beaucoup parlé d'identification de clientèle, de cible, etc. dans la notoriété pour illustrer ce que c'était la notoriété, parce que c'est nécessaire et sans ça, j'aurais pas été assez clair. Et maintenant, il va falloir qu'on identifie ces cibles. Pour identifier ces cibles, on va faire quelque chose d'extrêmement simple. Déjà, on va avoir un positionnement géographique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on reprend l'exemple de Maître Méatz est à Toulouse. Est-ce qu'il travaille à Rennes? Est-ce qu'il travaille à Bordeaux? Est-ce qu'il travaille à Lille? J'en sais rien. Mais s'il décide de travailler exclusivement sur le secteur géographique de Toulouse et la périphérie toulousaine, derrière, il va être sur un champ d'intervention qui va être déjà limité. Donc, on aura déjà un positionnement géographique fort. Une fois que finalement on a identifié ce positionnement géographique, on va voir quelles sont les entreprises, quelles sont les institutions, quels sont les particuliers à valeur ajoutée que Maître Méatz va vouloir utiliser ou en tout cas va vouloir adresser à Strasbourg.
Ah, pardon, à Toulouse, excusez-moi, j'étais avec un Strasbourgeois tout à l'heure au téléphone. Pour faire ça, on va se demander quels sont les secteurs d'activité forts en présence pour voir à quel point il peut les adresser par rapport au droit qu'il fait. Ok, donc à Toulouse, on sait qu'il y a de l'aérien, on sait qu'il y a de l'industrie. Enfin, on va rester sur ces deux secteurs d'activité-là. Je ne connais pas particulièrement le secteur d'activité de Toulouse. Je ne sais même pas pourquoi j'ai pris l'exemple de Fabrice, parce que du coup, ça me met en difficulté. J'aurais dû prendre un avocat parisien, ça aurait été plus simple. Donc, à Toulouse, il y a deux secteurs d'activité qui sont prépondérants. On a l'industrie et on a l'aéronautique. Ok. Donc, à l'intérieur des secteurs d'activité de l'aéronautique et de l'industrie, il n'y a pas que Airbus. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'usines, il y a énormément de sous-traitants, il y a énormément d'agences d'intérim qui vont travailler pour ces secteurs d'activité. Comment est-ce que je fais concrètement pour voir si le marché est pertinent, si le marché est assez profond? Est-ce que je regarde uniquement sur papier? La réponse est non. C'est-à-dire qu'on doit déjà regarder sur papier pour voir s'il y a quelque chose. Mais ensuite, on doit entrer en contact avec ces potentiels prospects pour voir s'il y a quelque chose à faire avec eux. S'il y a quelque chose à faire avec eux, on va voir si on va restreindre notre segment d'intervention à ce secteur d'activité. Et pour savoir si on le restreint, il va falloir connaître le chiffre d'affaires que ces entreprises puissent faire et également quel est le panier moyen qui dépense chez leur avocat de façon annuelle. Si on se rend compte finalement qu'il y a 10 entreprises, on peut estimer que ce n'est pas beaucoup. Mais si on se rend compte qu'elles dépensent chacune 500 000 euros chez leur avocat par an, ben on est déjà sur un potentiel de 5 millions. Alors vous me direz oui, mais on n'aura pas l'ensemble des dossiers. Et vous aurez raison, vous n'aurez pas l'ensemble des dossiers. Mais si on estime que vous êtes par exemple un individuel ou un cabinet de 2 ou 3 personnes, votre objectif c'est de faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires, on n'aura peut-être pas l'ensemble des dossiers de ces 10 entreprises, mais on pourra potentiellement avoir au moins 20% de ces dossiers pour aller les chercher. Ça, c'est vraiment important. La deuxième chose qui va vous permettre d'identifier vos prospects, ben, c'est vos comptes. C'est-à-dire que vous ne partez pas d'une feuille vierge, vous exercez votre activité depuis déjà un certain temps, et donc à l'intérieur de vos portefeuilles clients, à l'intérieur de vos fichiers comptables, à l'intérieur de votre CRM ou de votre ERP, vous allez déjà avoir un certain nombre d'informations. Et c'est finalement en catégorisant ces informations par centre de profit. Donc un centre de profit, c'est une opération, par exemple, ou une activité. Vous allez pouvoir voir que, par exemple, le droit social a 3 secteurs d'activité sur lesquels il est pertinent. C'est le secteur d'activité de l'industrie, de l'aérien et de la chaudronnerie. Ok, très bien. De la métallurgie, pardon, de l'aérien et de la chaudronnerie. On va voir qu'à l'intérieur de ces 3 secteurs d'activité, il y en a un qui est en croissance et qui est rentable, l'autre qui est en croissance et qui est non rentable, et l'autre qui est en décroissance et non rentable. Celui qui est en décroissance et non rentable, on le tue, ça ne fera pas partie des prospects qu'on doit adresser. Celui qui est en croissance et rentable, bah là, on voit que finalement, il fait déjà de l'argent. Il y a de plus en plus de clients qui viennent nous voir. On est sur des taux de rentabilité qui sont pertinents. Et donc, on va pouvoir estimer que le secteur d'activité de la métallurgie, et ben en fait, on va devoir aller chercher d'autres clients qui sont dans le secteur d'activité de la métallurgie, puisqu'on a de plus en plus qui viennent nous voir. Et lorsqu'on réalise des opérations pour ce secteur d'activité, celles-ci sont rentables. Donc, ça veut dire qu'on est sur un vivier. Ça veut dire qu'au sein de notre activité, on a vu que c'était pertinent. Et donc, ce qu'on va devoir faire, c'est analyser notre activité pour aller chercher les clients, finalement, qui vont être les clients de demain pour notre cabinet d'avocats et qui vont être des cibles pertinentes. Donc, c'est vraiment pas au doigt mouillé qu'il faut le faire. C'est-à-dire que vous devez vous servir de votre instinct, vous devez vous servir de ce que vous faites au quotidien, mais vous devez aussi vous baser sur vos chiffres et aussi sur le passé de votre activité. Parce que sans ça, vous avez énormément de chances de tomber à côté d'une cible potentielle ou d'un prospect potentiel. Donc vraiment, analysez très bien vos chiffres avant de pouvoir déterminer qui va être la cible ou qui va pas être la cible. Une fois que vous aurez déterminé votre cible, imaginons que ce soit la métallurgie, on repasse sur mon premier point, on va pouvoir mettre en place un plan de notoriété. C'est-à-dire, OK, on a identifié que les cibles qui étaient pertinentes, c'est les dirigeants dans le domaine de la métallurgie. C'est qui ces gens-là? Est-ce que c'est des dirigeants qui ont 60 ans? Est-ce que c'est des dirigeants qui ont 50 ans? Est-ce que c'est des gens qui ont 40 ans? Ah OK, ils ont 60 ans. Ben, OK, est-ce que quelqu'un qui a 60 ans aujourd'hui, on va aller le toucher en passant par LinkedIn, par Facebook, par des mails ou quoi que ce soit? Je n'ai pas la réponse. En fait, il n'y a que qui ont la réponse. Et donc, pour pouvoir avoir cette réponse-là, il faut les contacter, il faut entrer en contact avec eux pour connaître quels sont leurs objectifs, quels sont leurs contextes aujourd'hui, quelles sont les opportunités de marché, quels sont leurs enjeux actuels, leurs enjeux futurs, et surtout quels sont leurs habitus.
Si ils vont chercher leurs avocats en demandant à chaque fois leurs experts comptables, bah, en fait, il faut être à l'expert comptable. Et là, j'empiète un petit peu sur la partie de Thibaut et du coup, je vais lui laisser la main. Merci Valentin. Juste avant de te laisser ta partie, j'ai une petite question, je pense que tu as la réponse, Ouais. d'une des personnes du coup qui nous demande comment identifier des cibles dans le droit pénal. Ok, alors comment on identifie les cibles en droit pénal? En droit pénal, on peut avoir plusieurs typologies de cibles. On a déjà le droit pénal des affaires, on a le grand banditisme, on a tout ce qui va considérer, entre guillemets, les affaires de mœurs, les affaires de meurtre, les affaires de viol, on a tout ce qui est infraction de la route, on a tout ce qui est infraction financière qui ne rentre pas dans le droit pénal des affaires classiques, mais qui va être sur de l'escroquerie, sur de la fraude TVA, etc. Il faut déjà identifier les opérations que vous pouvez réaliser. Si on identifie par exemple que vous avez envie de bosser avec le grand banditisme, bah ok, en fait, où est-ce qu'aujourd'hui est présent le grand banditisme? Comment est-ce qu'ils font pour aller chercher leurs avocats? Où est-ce qu'ils vont les trouver? Si on se rend compte que les grands bandits, et je prends un exemple qui est pourri et sur lequel je ne maîtrise pas du tout, mais j'essaie de raisonner en même temps que je suis en train de parler, si on prend le grand banditisme, peut-être que ce qui va être pertinent, c'est le fait d'être identifié notamment à Marseille, à Paris, en Corse et dans le Pays Basque, pour que derrière, on puisse finalement être identifié auprès de ces gens-là, qu'on puisse avoir des vecteurs d'acquisition qui puissent être présents. Si on vise les infractions routières, bah en fait, on va peut-être aller voir les dirigeants d'entreprise qui ont possiblement des difficultés, notamment ceux qui ont des activités entre guillemets commerciales qui doivent nécessairement beaucoup bouger. On va aller voir tout ce qui est chauffeur VTC, chauffeur Uber, taxi, parce qu'on sait que c'est des gens qui vont avoir des difficultés avec ce genre de problématiques. On va aller voir les entreprises logistiques qui ont énormément de logistique et de transport, qui ont énormément de courses à pouvoir effectuer et qui, par définition, sont beaucoup plus soumis aux infractions de la route. On va aller voir les infirmières libérales qui, par définition, doivent énormément rouler pour aller voir l'ensemble de leurs clients quotidiens pour pouvoir derrière pouvoir subvenir à leurs besoins. Si vous voulez, il faut vraiment à chaque fois se placer par rapport à soit à l'activité, soit à l'expertise pour savoir où est-ce que ça va être le plus pertinent. Et en fonction de la cible qu'on va déterminer, imaginons qu'on cible les entreprises logistiques, ben, on reprend de Toulouse, vous appelez vous vous faites identifier par l'ensemble des entreprises de Toulouse présentes dans le secteur d'activité des transports et de la livraison pour que derrière vous soyez contacté par rapport aux infractions de la route. À chaque fois, il faut partir d'une typologie de population, d'une typologie de problème, d'un secteur d'activité ou de votre expertise pour trouver les relais de croissance que vous allez pouvoir avoir. Et ça, il y a des exemples pour tous les types de droits, pour tous les types de clients, pour tous les types d'activités. Il faut juste trouver quel est le vôtre et comment vous allez pouvoir l'utiliser. Est-ce que ça répond à ta question, Thibaut? C'était pas la tienne. C'est à Sacha qu'il faut demander, mais je pense que c'est bon. Il est en train d'écrire, et bah c'est bon. Il nous remercie, donc c'est Avec parfait. grand plaisir. Moi, je te remercie aussi, Valentin, du coup, pour tes deux magnifiques parties. Donc, effectivement, il y a un vrai sujet de stratégie dans un premier temps et d'identification de ces cibles. À partir de là, si on ne fait pas ces choses-là au préalable, très compliqué d'avoir des actions qui sont efficaces et ce n'est pas forcément suffisant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avoir une stratégie, trouver les bonnes personnes à contacter, c'est une bonne chose. Ensuite, il faut trouver le timing. Donc le timing est un vrai sujet. Pourquoi? Parce que vous allez avoir des éléments déclencheurs de discussion qui sont tout à fait accessibles à vous, hein. Alors je refais un petit focus quand même sur nomination et sur mon expérience. Donc ça fait 2 ans que j'accompagne justement le conseil au sens large, conseil, donc conseil en strat, cabinet d'audit et d'expertise comptable et les avocats. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, en fait, les cabinets d'avocats réalisent, comme il y a 5-10 ans, les cabinets de conseil, qu'il y a un vrai enjeu de se faire connaître pour générer des dossiers, pour générer des demandes entrantes. C'est pour ça qu'on parle de notoriété aujourd'hui. Et en fait, si vous voulez, le sujet, c'est qu'il faut ne plus être passif par rapport à ça et qu'il faut engager une nouvelle discussion. Donc, engager une nouvelle discussion de façon structurée avec la bonne cible, c'est une bonne chose, mais c'est intéressant de le faire au bon moment. Alors, pour ça, il y a des éléments tout à fait simples, hein. Vous pouvez tout à fait imaginer rebondir sur une nomination d'un dirigeant, d'une de vos cibles. Imaginons que vous êtes sur le droit social, vous avez un DRH qui vient d'être récemment nommé. Forcément, la discussion est plus simple, la prise de contact est plus simple, et c'est sur ça qu'il faut que vous n'ayez plus de crainte, c'est-à-dire trouver un contexte qui soit légitime de par votre expertise, de par exemple, l'actualité de la personne. Si vous avez un DRH qui vient d'être nommé, qui vient de prendre la direction des ressources humaines de Bonduel, vous avez tout intérêt à vous faire connaître auprès de cette personne en la félicitant, par exemple. Ça peut être ça, hein, de la notoriété one-to-one très fine, en se disant, bah voilà,
Bonjour Monsieur Dupont, félicitations pour votre prise de fonction chez Bonduel. On a accompagné tels et tels acteurs que vous devez sûrement connaître sur votre écosystème. Vous avez toute la légitimité pour engager la discussion avec des nouvelles personnes comme ça, et on n'est pas dans du démarchage commercial. On est vraiment sur le fait d'augmenter son réseau, de l'élargir en discutant de façon intelligente avec de nouvelles personnes. Donc, ces nominations, on est capable de vous mettre à disposition ce type d'élément déclencheur de discussion et qui, en fait, est un vrai vecteur de réussite. Parce qu'aujourd'hui, si vous contactez quelqu'un, un DRH d'un grand groupe d'une ETI, vous allez être noyé dans la masse de mails, de coups de téléphone que reçoit cette personne au quotidien dans la journée. Donc, il faut vous différencier. Et c'est pour ça qu'on parle du bon moment. Alors, il n'y a pas de bon moment magique. Tout le monde a son meilleur moment. Vous allez contacter un DRH, peut-être qu'il s'est mal réveillé ce matin, ça ne sera pas le bon moment de le solliciter. Peut-être qu'il vient d'être nommé et du coup, vous avez, la possibilité de vous dire, voilà, il vient d'être nommé, il va forcément faire appel à de nouveaux prestataires, il va forcément remettre un peu tout à plat en interne. Et ça sera peut-être le bon moment de vous présenter. Vous avez la possibilité de vous dire aussi, très bien, il y a un projet de recrutement, je vais pouvoir du coup proposer mes solutions, mes expertises pour être précis. Je vais avoir un projet type une fusion entre deux sociétés, un rachat, c'est un élément déclencheur de discussion, je vais pouvoir aussi proposer mes expertises. Il faut que vous identifiez a priori, quels sont les éléments déclencheurs de discussion où vous êtes légitime pour engager la discussion avec de nouvelles personnes. C'est aussi simple que ça. Comme disait Valentin, vous êtes dans le droit social, vous n'avez aucun intérêt à contacter un DG de PME. Mais vous êtes dans le droit social, vous avez aussi tout intérêt quand vous allez contacter les DRH à rebondir, par exemple, à leur actualité, rebondir à la vôtre pour que ce soit le bon moment de discuter. Alors, je vais faire deux sujets en un. Le premier, c'est que vous pouvez rebondir sur l'actualité de votre interlocuteur. Alors, dans ces interlocuteurs-là, il y a encore deux sous-parties. Il y a les clients et les prospects. Il est tout à fait légitime de surveiller vos clients et de réengager la discussion avec ces derniers quand ils ont un élément, une nouvelle activité, un nouveau produit, un projet de recrutement, bref, quelque chose qui vous légitime et qui vous dit « Ok, c'est le bon moment de reprendre la discussion avec mon interlocuteur parce qu'il se passe ça et je suis légitime pour en discuter. » C'est exactement la même chose sur des prospects, sur des gens qui ne vous connaissent pas. Il est nécessaire de trouver le bon moment pour engager la discussion où vous allez pouvoir ne pas paraître, entre guillemets, cheveux sur la soupe ou comme quelqu'un qui, justement, fait du démarchage commercial de masse et qui n'a pas, justement, fait l'effort de s'intéresser à son interlocuteur. Et c'est ça, en fait. Si vous vous intéressez à l'actualité de votre interlocuteur, que vous vous dites « Ok, là, c'est le bon moment, j'ai l'actu qui va bien », forcément, la personne en face va plus vous écouter. Ce n'est pas gage de rendez-vous, c'est sûr, mais au moins, vous favorisez vos chances, du coup, d'engager la discussion plus sereinement et de prendre un rendez-vous, parce que ça reste ça la finalité. Ce qui peut être aussi pertinent, donc au-delà des éléments type rachat, projet de recrutement selon votre expertise, il y a tout ce qui va être lié à la personne. Donc tout ce qui va être lié à la personne, ça va être donc sa récente nomination, le premier exemple que j'ai pris pour commencer, mais ça peut être aussi une prise de parole dans une conférence. Vous avez par exemple un directeur juridique qui est intervenu sur un sujet très précis il y a 2 semaines. Vous avez l'info. Alors après c'est un autre sujet d'avoir l'info, mais ça se trouve. Vous avez l'info qu'il est intervenu il y a 2 jours ou 2 semaines sur une conférence où vous maîtrisez le sujet. Même chose, vous êtes tout à fait légitime pour engager la discussion avec cette nouvelle personne. Donc ça, c'est le sujet plutôt lié à la personne. Et moi, j'ai des petits exemples assez sympathiques où vous avez la possibilité aussi d'aller un peu plus loin si vous êtes à l'aise. Moi, je sais que j'ai déjà pu prendre des rendez-vous avec des DG de PME en rebondissant, par exemple, à leurs anniversaires. Ou, par exemple, comme je vous ai dit, à des prises de parole dans des conférences. J'avais un directeur marketing, je savais que c'était son anniversaire la veille. Je lui ai envoyé un mail. En objet du mail, j'ai mis carrément, joyeux anniversaire avec 1 jour de retard. Et en fait, ça peut paraître un peu bizarre d'avoir ce type d'approche, mais pour le coup, je suis sorti du lot. Je suis sorti des peut-être 50 mails de prospection qu'il a reçus, de sollicitations qu'il a reçues dans la journée. Et au final, je suis tombé sur le bon moment. Le bon moment, c'était de rebondir à son actualité et du coup de me dire, je vais pouvoir me démarquer en faisant ça. Alors, je vais attendre quelques secondes parce que du coup, Lionel est en train de nous poser une question. Donc, tout ça pour résumer que la première approche au bon moment, elle est en one-to-one, surtout quand vous allez vous intéresser à l'actualité au bon moment de la personne que vous allez solliciter. Le deuxième sujet, en attendant que je vois la question, c'est quel est le bon moment pour moi ? Quand est-ce que moi, je suis dans mon bon timing pour communiquer avec de nouvelles personnes ? Et là, c'est très simple.
Ça sera plutôt quand vous allez sortir une nouvelle offre, quand vous allez sortir des formations, quand vous allez avoir une actualité au sein du cabinet. Ça sera clairement le timing idéal pour vous, le bon moment d'engager la discussion avec des nouvelles personnes, et cette fois plutôt de manière collective, en engageant par exemple la discussion avec 500 nouveaux DRH parce que vous sortez un nouveau sujet, un nouvel article qui les concerne. Alors, du coup, je vais lire la question de Lionel, que je connais bien. Bonjour messieurs, merci beaucoup pour votre présentation. Est-ce que cela est autant efficace pour la fidélisation de nos clients actuels et pour le développement d'une nouvelle clientèle? Alors, c'est une très très bonne question, et je pense que les deux sujets sont hyper importants. Je pense qu'il est important de dissocier une veille de ses clients, une veille de ses prospects. Pourquoi? Parce que la veille client est prioritaire. Je pense que Valentin me rejoindra, mais vous avez tout intérêt à effectivement consolider votre portefeuille client, bien le connaître, bien le cerner, le fidéliser, rebondir à son actualité, engager la discussion pour peut-être faire de l'upsell et proposer d'autres services que vous n'auriez pas pu faire avant. Tout ça dans le but de consolider vos clients actuels, et surtout d'aller chercher, grâce à ça, de nouveaux clients sur lesquels vous allez avoir encore plus d'expérience en termes de vente. Vous aurez possibilité de faire du storytelling en vendant un maximum de services sur vos clients que vous allez pouvoir du coup présenter à votre nouvelle clientèle. Donc effectivement, pour répondre à votre question, Lionel, vous avez tout intérêt à fidéliser vos clients. C'est le socle commun de votre portefeuille, de votre chiffre d'affaires. Mais si vous voulez à un moment donné passer un cap, aller chercher de la croissance ou ne pas prendre le risque qu'un de vos clients vous quitte, il est tout à fait important de prioriser aussi sur les prospects, sur une nouvelle clientèle, pour que du coup, vous ayez de quoi vous développer ou à minima, entre guillemets, échapper à une baisse du chiffre d'affaires à cause d'un client ou de deux clients qui sont bons. Donc, merci pour la question. J'espère que ça répond à votre interrogation. Donc, ce que je disais effectivement, c'est qu'il y a un vrai sujet aussi en termes de timing, c'est le vôtre. Comme je vous disais, moi, j'ai rencontré pas mal de cabinets d'avocats, de cabinets de conseil qui me disent, bah voilà, je ne fais pas forcément d'efforts de notoriété, de communication. Par contre, là, oui, je viens de sortir une nouvelle newsletter. On a une newsletter mensuelle qu'on aimerait bien pousser sur une cible. On a développé un nouveau catalogue de formation. Là, c'est le bon timing parce que vous avez quelque chose qui a de la valeur à raconter. Donc, il faut forcément coïncider le bon moment avec votre interlocuteur, mais aussi avec le vôtre. Si vous contactez la bonne personne et que vous n'avez rien à lui raconter de nouveau, surtout pour un client actuel, vous avez une nouvelle formation, vous avez un nouveau webinar, vous avez une nouvelle practice, une nouvelle expertise, une nouvelle newsletter, vous êtes tout à fait légitime, c'est le bon moment, a priori pour nous, de contacter ces personnes-là. Donc voilà sur la partie au bon moment. Donc en gros, si je résume, il y a mille et une façons de contacter au bon moment la personne, rebondir à son actualité, à sa prise de parole, à son anniversaire. Vous avez aussi, je ne sais pas, votre client qui est passionné de tennis, vous savez qu'il y a Roland Garros qui arrive bientôt, vous lui demandez si vous avez eu des places. On en est là, c'est-à-dire que là, on est vraiment sur un sujet où je contacte au bon moment la bonne personne. Le sujet de vous contacter au bon endroit, c'est un petit peu ce qu'a dit du coup déjà Valentin, c'est-à-dire que vous allez avoir des interlocuteurs qui sont plus ou moins à l'aise selon les canaux de communication. Vous avez des personnes qui sont plus à l'aise sur LinkedIn, d'autres qui sont plus à l'aise avec leur mail, d'autres qui sont beaucoup plus friands de téléphone. Tout dépend de votre stratégie, tout dépend de votre cible, d'où les deux premières parties de ce webinaire. Donc à vous de tester. Moi, je sais qu'il n'y a pas j'ai pas la science infuse, il n'y a pas de recette magique. Le mieux, c'est de tester votre marché, de faire des niches, c'est-à-dire en gros d'identifier des portions de portefeuille très précises en disant, comme a dit Valentin, j'ai mon DRH qui est entre 1000 et 2000 salariés dans un même secteur, j'ai une niche très fine avec que quelques acteurs, je vais tester le marché, je vais voir comment ils sont sensibles, je vais leur communiquer des choses, je vais voir s'ils sont plus sensibles à un webinar, est-ce qu'ils sont plus sensibles à une newsletter, est-ce qu'ils sont sensibles à un remplissage de formulaire. Donc ça, on est plutôt sur une stratégie marketing où en fait, vous allez pousser un mail avec un lien qui va vous permettre potentiellement, si la personne souhaite télécharger le document, par exemple, type livre blanc, newsletter, business case, laisser ses coordonnées directes avec généralement son portable pour derrière être appelé. Donc ça, pareil, à vous de tester différents canaux de diffusion. En sachant que voilà, je pense que vos interlocuteurs, vous les connaissez plutôt bien de par votre expérience. Donc à vous d'identifier voilà, le bon endroit pour contacter ces personnes-là. On pourra en discuter sur les différents canaux de communication, mais ça rejoint un peu ma quatrième partie qui est du coup le sujet d'acquisition. Et au final, qui dit communication dit but final de faire de l'acquisition de nouveaux prospects. Donc je ne sais pas si vous avez des questions sur le sujet, enfin d'autres questions sur le sujet 3, contacter au bon moment les bonnes personnes. Voilà, si je devais résumer, ayez un maximum de contexte quand vous contactez des nouvelles personnes, soit une offre, soit vous avez
vu une information chez votre interlocuteur qui était pertinente pour vous démarquer et réussir un maximum votre communication. Sur le sujet acquisition, donc ça rejoint un petit peu ma fin de partie sur le sujet du coup de, en fait, voilà, j'ai trouvé ma stratégie, j'ai trouvé mes cibles, j'ai trouvé le bon moment. Comment je fais concrètement pour avoir de nouveaux prospects? Et du coup, Valentin terminera sur le sujet de passer les prospects en clients, qui maîtrisent mieux que moi. Alors, sur le sujet d'acquisition, on peut déjà dissocier deux choses. Comme l'a dit tout à l'heure Valentin, tout ce qui va être outbound et inbound, c'est-à-dire en gros, donc pour faire simple, outbound, c'est simplement d'aller chercher directement le prospect. Vous allez faire l'effort d'aller chercher le prospect par téléphone, par mail, plutôt que de le faire venir, et donc à l'inverse avec l'inbound marketing. Donc l'outbound, c'est ce que je vous disais, il faut définir sa cible, il faut trouver le bon moment, il faut aussi avoir les bonnes coordonnées qui vont bien. Donc ça, c'est aussi un sujet qu'on maîtrise bien chez Nomination, donc on pourra discuter. Forcément, avoir les coordonnées directes de vos cibles, c'est quand même beaucoup plus simple pour les toucher. Et donc là, on est vraiment sur alors d'expérience aussi, il y a eu un vrai tournant avec le Covid sur la stratégie et l'organisation interne des personnes qui pourraient justement faire de l'outbound et aller chercher de nouveaux prospects, aller chercher du rendez-vous. Il y a 10 000 façons pareilles de s'organiser. Vous pouvez externaliser votre prise de rendez-vous avec des gens qui font ça très bien, qui arrivent à maîtriser votre sujet et qui arrivent à faire du sortant pour aller justement engager de nouvelles discussions avec de nouvelles personnes, pour prendre du rendez-vous pour les avocats, pour les associés. Ça, c'est un premier cas d'usage. Deuxième solution possible, c'est aussi de recruter en interne des personnes qui s'appellent, alors c'est pas un mot interdit, mais responsable commercial, business developer, commercial. Et c'est des personnes qui aujourd'hui sont de plus en plus visibles dans des cabinets de conseil au sens large, cabinets en strat, avocats, experts comptables, parce qu'il y a un vrai sujet les dossiers ne viennent plus comme avant, c'est plus compliqué de faire du business, il faut mettre la main à la poche en termes de ressources humaines et financières, en termes d'outils, pour aller chercher du coup des rendez-vous qui du coup seront, les associés seront ravis d'avoir, ou les avocats, dans leur agenda avec des nouvelles personnes, des nouveaux DRH, des nouveaux directeurs juridiques, des nouveaux PDG. Donc là, sur l'outbound, c'est pas compliqué. Il faut un minimum de ressources humaines, soit internes, soit externalisées. Il lui faut aussi un outil généralement pour lui mettre à disposition toutes les clés de rebond d'actualité, de coordonnées et d'identification de ses bonnes cibles, comme l'a dit aussi Valentin. Ça, c'est le premier cas d'usage. Donc aujourd'hui, je vous le dis, il y a de plus en plus de personnes qui soit sortent du lot en interne et qui prennent la casquette de la personne qui fait le développement commercial du cabinet, soit il y a du recrutement, ou soit il y a le fait de passer par l'externe. Sur le sujet inbound, là, le but du jeu, c'est de plutôt faire venir vos clients, vos prospects directement à vous, ou vos clients pour de l'upsell. Donc là, on rejoint effectivement le sujet de la notoriété, c'est-à-dire, voilà, j'ai identifié mon marché cible, j'ai ma nouvelle offre qui va bien, je veux que cette nouvelle offre soit poussée directement sur mes cibles et que mes prospects viennent directement à moi en me disant, voilà, monsieur l'avocat, j'ai vu votre nouvelle offre, je suis super intéressé, est-ce qu'on peut prendre rendez-vous, est-ce que vous pouvez m'en raconter un peu plus? Donc, c'est deux sujets totalement différents. Soit je vais chercher mon prospect, soit je le fais venir à moi. Pour le faire venir à moi, on est sur de la communication, typiquement du webinar, comme on est en train de faire là aujourd'hui, il ne faut pas se mentir. Ça peut être une communication un peu plus large du type, voilà, j'ai une nouvelle newsletter, je vais la pousser sur mes clients, mais aussi sur, par exemple, 5000 directeurs juridiques que je ne connais pas et qui ne me connaissent pas. Et j'espère, sur ces 5000 directeurs juridiques, pouvoir du coup récupérer peut-être 5-10 personnes qui vont aller sur mon site, qui vont me contacter pour m'en demander plus. Donc là, c'est vraiment cet aspect-là qui peut être travaillé avec de la notoriété ciblée, toujours pareil, avec le bon message, le bon moment, sur la bonne personne. Je pense qu'on a fait à peu près le tour sur le sujet du coup d'acquisition outbound et inbound marketing. Juste petite conclusion par rapport à ça. Il y a un vrai sujet aussi de se différencier de vos concurrents. Il faut dire ce qui est, encore une fois, le but du jeu, ça reste de faire du business. Il y a forcément des prestataires qui font la même chose que vous, des experts comme vous. Et il y a un vrai tournant. Il y a un vrai tournant dans le sens où si moi, j'ai une phrase à vous faire retenir aujourd'hui de ma modeste expérience en discutant tous les jours avec des acteurs du conseil, il y a un vrai tournant qui est en train d'être pris avec des gens qui arrivent justement à commercialiser un peu plus, à se professionnaliser sur leur offre que d'autres. Il y a deux vitesses. Il y a ceux qui se donnent les moyens de communiquer sur de nouvelles personnes. Il y a des gens qui, entre guillemets, restent sur leurs acquis, sur leurs clients. Et les gens qui restent sur leurs acquis, comme je l'ai dit, le risque,
c'est qu'ils perdent une part de leur marché, qu'ils n'arrivent pas à chercher de la croissance et que comme les dossiers viennent de moins en moins parce que c'est de plus en plus concurrentiel, il y a des acteurs qui font les legal tech, qui arrivent à positionner d'autres solutions, il y aura forcément à terme, dans quelques années, peut-être voilà, à court terme, des cabinets d'avocats qui vont aller à deux vitesses différentes. Ceux qui vont se commercialiser, qui vont recruter des sales, qui vont communiquer sur de nouvelles cibles, qui vont communiquer sur les clients pour les fidéliser, et ceux qui malheureusement n'auront pas forcément pris le pli et qui vont rester sur leurs acquis et qui vont forcément moins chercher de croissance et se mettre à risque au niveau de leur chiffre d'affaires. Sur ces belles paroles moralisateurs, je laisse la main à notre ami Valentin pour conclure ce magnifique webinaire sur le sujet de la conversion, passer les prospects en clients Ouais. et générer du dossier, ce qui reste quand même le nerf de la guerre. Le goal ultime. Et je rejoins Thibaut hein, par rapport à ce qu'il est en train de dire. C'est pas des bêtises, c'est-à-dire qu'on voit de cabinets d'avocats qui vont travailler vraiment sur leur process interne, leur procédure interne, pour gérer finalement l'acquisition de prospects, pour gérer le traitement des prospects à partir du moment où ils n'ont pas signé directement et faire ce qu'on appelle du nurturing, le passage de prospect à client, qu'est-ce qu'on fait une fois que l'opération est réalisée pour le client, quelle procédure on met en place pour que derrière elle ne soit pas oubliée, qu'il soit sans cesse non pas sollicité de façon outrancière, mais comment sans cesse on peut leur envoyer de la valeur et se rappeler à leurs bons souvenirs. Comment est-ce qu'on fait lorsqu'un client vient nous voir sur une opération de PSE, par exemple en droit social, pour le faire passer sur du M&A a posteriori, sur du corpo, sur du taxe, sur du contrat, sur de l'IP-IT? Comment est-ce qu'on fait finalement pour maximiser la valeur de chaque client et que le panier moyen qu'il avait à la base pour un PSE qui était de 50 000 balles, comment est-ce qu'on fait pour que sur les 3, 4, 5 prochaines années, ce panier moyen passe à 60 000, 70 000, 80 000, 100 000 euros? Et c'est vraiment ça aujourd'hui le nerf de la guerre, c'est-à-dire c'est de travailler sur ses clients, les clients qu'on a déjà pu avoir grâce à la notoriété, grâce à l'acquisition, pour que derrière on puisse se faire identifier, on faire plus de cash. Parce que Thibaut a raison, c'est-à-dire que le but du webinaire aujourd'hui, c'est ça, hein. C'est comment est-ce que finalement, grâce à des méthodes que vous allez pouvoir mettre en place au sein de votre cabinet d'avocat, vous allez pouvoir faire plus de cash. Ça peut être plus de cash, ça peut être travailler différemment pour avoir une sécurité financière, entre guillemets, en mettant en place différentes actions. Mais en tout cas, si vous êtes là, c'est que vous avez envie de faire changer les choses et que vous avez envie de mettre en place des choses au sein de votre cabinet d'avocat. Et c'est une excellente chose. Donc, Une chose, Valentin, si tu me ouais, permets, avant que tu enchaînes sur la partie 5, une chose qu'on n'a pas forcément, sur laquelle on n'a pas forcément insisté, qui je trouve pertinente, c'est de se dire aussi pourquoi on fait de la notoriété. Moi, je vous dis, du coup, voilà, c'est génial, vous avez le bon contact, vous avez le bon message, vous êtes le meilleur sur le sujet, contactez-le. Sauf que la personne, vous ne connaissez pas, vous connaissez peut-être pas du tout, connaît pas du tout votre cabinet. Donc, il y a un vrai sujet aussi de sensibilisation de votre marché. Et ça passe par de la notoriété, par des actions effectivement un peu plus de masse. Alors, des masses, encore une fois, réfléchies, ciblées, en se disant, je vais chercher 500 DRH grande entreprise. Voilà, je me focalise sur ce marché-là. Si demain, je veux contacter un nouveau DRH et qu'il ne me connaît pas du tout, et il ne connaît même pas le nom de mon cabinet, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Donc, le sujet aussi de la notoriété, c'est faire des actions de communication où vous allez promouvoir des choses très simples, une newsletter, un événement sur votre cabinet, où la personne va se dire, OK, ce nom-là de cabinet, je l'ai déjà entendu. J'ai déjà entendu quelque part. Ah oui, c'est vous qui avez sorti une nouvelle offre, c'est vous, votre newsletter, je l'ai lu il y a un mois, c'est super. Ça vous met forcément dans des conditions plus confortables si la personne en face vous connaît déjà, et d'où le sujet de la notoriété. Donc aucun souci pour communiquer de façon récurrente sur vos cibles sans forcément aller chercher du rendez-vous, ne serait-ce pour qu'ils aient votre nom en tête, vous directement en tant qu'avocat, ou le nom de votre cabinet, et que ce soit beaucoup plus simple derrière pour enclencher de l'acquisition one-to-one ciblée. ouais, carrément. Mais si on prend l'exemple d'Anomia, par exemple, nous, on n'a même pas contacté les avocats dans un premier temps. C'est-à-dire qu'en fait, on a mis en place un podcast où on interviewe des avocats qu'on diffuse a posteriori et on a fonctionné sur ce qu'on appelle l'agrégation de réseau. C'est-à-dire qu'en gros, quand on diffuse un podcast, par exemple, avec quelqu'un qu'on aime bien, Vincent Le Faucheur, hein, qui travaille avec nous, ben, en fait, Vincent Le Faucheur va le diffuser sur son LinkedIn. Du coup, les avocats qui voient Vincent Le Faucheur vont s'intéresser à Anomia et du coup, Anomia va être identifié, va être identifié comme étant quelqu'un qui fait du podcast et ça va être mon travail de le faire passer en disant oui mais attendez Anomia c'est pas que du podcast, c'est vraiment gratuit, c'est pas ce qu'on fait. Nous ce qu'on fait c'est du conseil en strat, c'est de la formation business, c'est du coaching business. Mais c'est un moyen d'être reçu en tout cas au téléphone ou d'être reçu à l'intérieur des cabinets en se disant mais en fait voilà Valentin Tonti Bernard d'Anomia et les autres membres d'Anomia derrière sont identifiés, font du travail avec les avocats et regardez tel avocat, tel avocat, tel avocat, tel avocat, les ont déjà reçus, les ont déjà vus. C'est une réassurance de marché que vous allez aller chercher.
Et ça, il n'existe pas que le podcast, hein, il existe mille et une choses que vous pouvez mettre en place pour être identifié et avoir une bonne notoriété sur votre marché. Et juste pour conclure, encore une fois, sur le sujet qui est très intéressant, c'est que moi, le premier, j'ai des gros cabinets d'expertise comptable, des gros cabinets en stratégie qui viennent me voir directement et c'est clairement de l'entrance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre notoriété chez Nomination nous permet d'avoir un certain confort où certains interlocuteurs viennent directement à nous. On est connu de leurs homologues dans d'autres cabinets. On est connu grâce à nos actions de communication, de médias. Et aujourd'hui, le but du jeu, c'est de vous dégrossir le travail, voilà, d'aller chercher des nouveaux clients. C'est quand même beaucoup plus confortable qu'ils viennent directement à vous. Et ne serait-ce que communiquer de façon récurrente, ça va aussi créer des discussions entre vos différents interlocuteurs. Le fait que vous fassiez du bon travail avec vos clients, ça va forcément aussi discuter avec leurs amis, qui sont des personnes qui demain pourront facilement après venir vers vous directement. Carrément d'accord. Bon, alors on va passer à la dernière partie. Je suis désolé, hein, je suis vraiment malade, j'ai un peu de fièvre. Là, je suis là pour vous et ça me fait grand plaisir. C'est le Covid, c'est ça? Quoi? C'est le Covid, c'est ça? Non, même pas. Donc là, on a vu dans une première partie, entre guillemets, ce qu'était la notoriété, dans une deuxième partie, ce qu'était l'acquisition, et là, dans la troisième partie, on va voir ce qu'est la conversion. Finalement, la première partie sert à vous faire identifier, mais être identifié pour être identifié, ça fait juste gonfler les chevilles et ça fait pas grand-chose d'autre. Lorsqu'on va adjoindre la deuxième partie, on va discuter avec des gens, mais une fois de plus, ça ne fait pas gonfler le portefeuille. C'est vraiment la troisième partie qui va avoir un effet immédiat sur votre chiffre d'affaires. C'est comment est-ce qu'on transforme les prospects en clients. Mais ça, on ne peut pas le faire sans avoir les deux phases prioritaires. Donc, vous comprenez bien que ces trois phases sont imbriquées, fonctionnent ensemble et de façon successive. Donc, une fois que vous êtes identifié, vous rentrez en contact avec des prospects ou des prospects rentrent en contact avec vous. C'est ce que Thibaut vous a dit, c'est la stratégie outbound. On va vers l'extérieur, on fait une action active. Ou la stratégie inbound, on a réalisé une action sur laquelle un prospect est tombé et ce qui fait qu'il nous a contacté parce qu'il a vu, par exemple, qu'on travaillait sur la notoriété des cabinets d'avocats. Vous êtes un avocat, vous avez envie de travailler sur votre notoriété. Vous avez contacté Thibaut, vous avez contacté moi. Voilà. Mais là, on va arriver à la phase qui est la phase déterminante. C'est comment est-ce que je transforme une interaction, comment est-ce que je transforme un prospect en client. Là, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que sinon on en a pour 3 heures et on a autre chose à faire de notre soirée. Je suis sûr qu'il est déjà 19 heures, donc du coup on va aller rapidement là-dessus. Mais j'aimerais bien aborder 2 points. Le premier point, ça va être relatif au cycle de vente. En combien de phases j'arrive à transformer un prospect en client et comment est-ce que je fais finalement pour identifier ces phases. Et la deuxième partie, je vais faire un bref extrêmement rapide par rapport aux différentes étapes à mener pour la vente pour réussir à passer du prospect au client. Donc déjà, le cycle de vente, c'est quoi? C'est finalement, aujourd'hui, vous rentrez en contact, je conserve mon exemple tout à l'heure du dirigeant d'entreprise de chaudronnerie. Vous rentrez en contact avec ce dirigeant d'entreprise. Vous allez finalement vous présenter, vous allez interagir, discuter de son entreprise, discuter éventuellement de ses problématiques juridiques. Votre job à vous, c'est de savoir en combien de temps vous avez la chance de transformer ce prospect en client. Et ça se fait uniquement en étudiant le passé de votre activité. C'est-à-dire que si vous avez déjà eu 10 clients chaudronniers au cours de votre carrière et que vous prenez finalement la moyenne du temps que vous avez passé avec eux avant de les convertir, vous allez avoir finalement votre temps moyen de conversion. Ça va vous permettre de mettre les actions nécessaires à mettre en place pour pouvoir avoir une chance de le convertir. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous mettez 1 an et demi à convaincre une personne qui est dirigeante d'une société de chaudronnerie, ça veut dire qu'il va falloir mener différentes actions parce que vous n'allez pas pouvoir l'avoir une fois au téléphone et qu'il close dans 1 an et demi. Ça veut dire que derrière, on va devoir faire travailler ce qu'on appelle un funnel d'acquisition ou un funnel de vente ou un pipe de vente, comme vous voulez. Non, c'est plutôt un pipe de vente, pardon, je raconte n'importe quoi. Un pipe de vente pour que derrière, vous puissiez réussir à le convertir. Donc imaginons que vous soyez sur 1 an et demi, comme ce que je viens de vous dire au préalable. La première chose que vous allez avoir avec la personne, c'est avoir une interaction. Que cette interaction soit par mail, qu'elle soit par téléphone, qu'elle soit par visioconférence, il va être nécessaire de passer sur une seconde étape. La seconde étape, ça peut être potentiellement la rencontre physique. Il va falloir passer a posteriori sur une troisième étape, qui va être une présentation de ce que vous pouvez faire pour cette personne. On va passer sur une quatrième étape, qui va être un réajustement par rapport à son besoin effectif. Et on va aller sur une sixième étape, qui va être la proposition de lettre de mission, une septième étape qui va être la négociation et une huitième étape qui va être le closing. Si on passe sur 1 an et demi, c'est extrêmement pertinent de le savoir au préalable parce que ça veut dire que toutes ces actions-là, elles ne vont pas être resserrées en une semaine.
Ça veut dire qu'elles vont durer dans le temps et que plus vous franchirez des actions avec ce prospect-là, plus vous aurez de chances de le signer. Ça va également pouvoir vous donner des informations par rapport au chiffre d'affaires potentiel que vous allez facturer. Si aujourd'hui vous rentrez en contact avec 10 chaudronniers, vous savez que pendant 1 an et demi, en moyenne, vous n'allez pas faire 1 € de chiffre d'affaires, mais que potentiellement dans 1 an et demi, vous arrivez à en convertir 5 sur 10 sur des paniers moyens à 20 000 euros. Ça veut dire que dans 1 an et demi, il y a 100 000 € qui tombent. Mais ça, il faut pouvoir le prédire parce qu'en fait, si on n'arrive pas à le prédire, on va voir que le chiffre d'affaires ne rentre pas à l'instant T, ça va vous faire paniquer, vous allez vouloir accélérer les cycles de conversion et derrière, vous allez faire capoter ces 10 deals qui devraient normalement se produire dans 1 an et demi. Ça veut dire que dans 1 an et demi, vous avez déjà sécurisé, entre guillemets, 100 000 € de deal. Donc là, il faut s'intéresser au présent, au moyen terme et au long terme, en ayant à chaque fois trois typologies de clientèle qui vont pouvoir soit signer maintenant, soit signer dans 6 mois, soit signer dans 1 an ou 1 an et demi, pour que derrière, vous puissiez lisser votre affaire et vraiment avancer sur des actions qui doivent être mises bout à bout. Donc, pour voir les actions nécessaires à mettre en place, c'est une fois de plus l'analyse du passé. C'est en fonction du temps que je mets pour closer un deal par rapport à un dirigeant dans tel secteur d'activité, j'ai besoin de tant de temps. Pour tel secteur d'activité, j'ai besoin de tant de temps. Pour telle opération, j'ai besoin de tant de temps. Comment est-ce que je vais faire? Vous avez aussi des réglementations légales. Si vous faites du bail commercial ou de la cession d'immeubles, vous avez tout ce qui est DIA, vous avez tout ce qui est purge de, je sais pas, du droit de préemption ou des trucs comme ça. Donc là, vous savez que vous avez un minimum de temps avant lequel vous n'allez pas pouvoir finalement encaisser ou closer cette clientèle. Donc ça, je suis désolé, hein, vraiment, je suis malade. Donc ça, c'est vraiment super important de le voir. La deuxième chose qui est importante, c'est de savoir quelles sont les phases dans une vente. Dans une vente, moi, je distingue, après, il y a différentes écoles là-dessus, moi, je distingue 7 phases. La première phase, c'est une phase d'écoute active, où là, vous allez devoir écouter la problématique de la clientèle qui est en face de vous, comprendre ses objectifs ou pas. Ça va être une phase de qualification. Savoir si oui ou non vous avez envie de travailler avec cette personne. Si vous voulez travailler uniquement avec des dirigeants de PME dans le domaine de la chaudronnerie et que vous avez cette personne qui vient vous voir, vous l'écoutez et en fait, compte, bon, vous vous en rendrez compte avant, l'exemple n'est pas bon, mais vous comprendrez l'analogie, que finalement, il ne travaille pas dans la chaudronnerie, mais il travaille dans la vente de logiciels SaaS, bah, non, ça n'a pas d'intérêt. Ce n'est pas un client qui est qualifié pour vous, vous le sortez. Donc ça, c'est vraiment la première phase, c'est phase de qualification. Si cette personne est dans votre cible, mais qu'elle n'a pas un besoin immédiat, mais que c'est un besoin futur, ça veut dire que quoi qu'il arrive, vous ne pourrez pas closer aujourd'hui ou vous n'êtes pas dans le cycle de vente. C'est-à-dire que si on vient vous voir aujourd'hui pour une potentielle fusion avec une boîte, si et seulement si telle et telle condition puisse se mettre en place et que ces conditions sont loin de se produire et que le dirigeant vient juste chercher de l'information, vous savez que vous n'allez pas le closer immédiatement. Donc ça, c'est vraiment des informations à prendre qui vont permettre a posteriori de placer le prospect dans des tunnels qui vont être différents pour lui donner de la valeur et pouvoir le garder finalement à proximité, mais tout en sachant que vous ne pouvez pas le closer. Donc première étape, une étape de qualification. Une fois qu'on voit que cette personne est qualifiée, on va rentrer dans la compréhension de la problématique. Une fois que la compréhension de la problématique est opérée et que vous avez bien compris quels étaient les objectifs réels de la personne qui était en face de vous, vous allez pouvoir, troisième étape, reformuler ces objectifs. Reformuler la problématique et reformuler les objectifs, c'est la phase la plus importante que tout le monde oublie de faire. C'est-à-dire que si une personne vous a raconté quelque chose, vous l'avez perçu d'une autre façon, c'est le principe même de la communication, c'est que des fois on ne comprend pas les choses de la même façon en fonction de sa culture, son environnement, du moment, etc. Quand vous les reformulez, vous permettez à la personne de modifier ses propos. C'est-à-dire que si finalement dans votre bouche, elle entend que ce qu'elle a dit, ce n'était pas exactement ce qu'elle voulait dire, elle va pouvoir le modifier et vous allez pouvoir vous en servir comme étant une arme de vente. Et ça, c'est vraiment ultra important. Donc la reformulation, elle est ultra importante. Une fois que la reformulation, elle est mise en place, vous allez pouvoir opérer. Soit je fais, soit je fais pas, soit je fais dans certaines conditions. Si vous ne faites pas, ayez toujours le réflexe de recommander. C'est vraiment, pour moi, les meilleurs experts que je peux rencontrer au quotidien, c'est les gens qui me disent, ah ok, finalement, tu cherches du recrutement pour trouver des ventes au sein d'une activité de formation, c'est ça? Ok, moi, je ne fais pas de recrutement. Par contre, je peux te conseiller telle personne qui est très bonne dans ce secteur d'activité pour telle et telle raison. Et ben, cette personne qui m'a conseillé un tiers, si j'ai une bonne expérience avec ce tiers, je reviendrai la voir parce que j'estime que j'ai eu un conseil de qualité, étant donné que celle-ci ne s'est pas attribuée une activité qu'elle ne faisait pas. Aujourd'hui, on a beaucoup d'avocats
qui, même s'ils font du droit de la famille ou du droit du travail, bah, vont aller sur des secteurs d'activité annexes par peur de manquer de chiffre d'affaires sur d'autres activités. Moi, je déconseille à l'ensemble de mes clients de pouvoir le faire et j'ai pas une vie centrée. Moi, je viens de Nancy, mes deux parents sont avocats à Nancy, ma mère fait du droit social, mon père du droit pénal, pardon. Et derrière, je leur donne les mêmes conseils. Des fois, ils ne m'écoutent pas, c'est eux qui gèrent leur boutique, donc ils font bien ce qu'ils veulent. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête. Donc, une fois qu'on l'a qualifié, qu'on a écouté la problématique, qu'on a compris la problématique, qu'on a reformulé, qu'on a posé notre diagnostic, là, on va pouvoir proposer une offre. L'offre, elle doit être claire, elle doit répondre à l'objectif de la clientèle. Pour répondre à l'objectif de la clientèle, on va se servir des informations qu'on a réussi à collecter dans les 5 premières parties pour que derrière, on puisse finalement appuyer sur tous les points qui vont être pertinents par rapport à la personne qu'on a en face de nous pour pouvoir la convertir. Vraiment, la phase de vente, elle commence dès l'écoute de la problématique et de la personne qui est en face de vous jusqu'à la fin, finalement, mais également, elle est ultra importante pour pouvoir poser l'offre. Une fois que votre offre est posée, elle doit s'achever par le prix. Si vous commencez par le prix, c'est mort. Le prix, c'est la fin d'une discussion. Donc vraiment, la dernière chose qu'on aborde, c'est le prix. Une fois que vous proposez votre prix, vous proposez un prix qui est c'est-à-dire que vous commencez pas à dire oui, mais ok, c'est 1000 euros, mais là je te le fais à 800 euros parce que c'est toi ou parce que derrière je veux obtenir tel autre deal, etc. Non, c'est 1000 euros parce que mon travail vaut 1000 euros. Et si derrière la personne veut une autre opération, et ben derrière elle vous ressollicitera, elle aura une autre opération, mais on ne fait pas de write-off avant d'avoir proposé une offre. Ça veut dire que vous assumez pas votre prix. Et donc il faut vraiment pouvoir l'assumer. Une fois qu'on a son prix et qu'on a posé son prix, on se tait. La première personne qui parle en vente après avoir annoncé un prix, il a perdu. J'ai un exemple très très drôle, c'est que j'ai eu un problème de chauffage il n'y a pas longtemps, donc j'ai un chauffagiste qui est venu à la maison. Ce chauffagiste, il vient à la maison, il commence à regarder, il ouvre ses trucs, etc. Et il commence à me dire, bon, bah, ok, alors en fait, il y a une vanne ou une valve, je sais pas quoi, à changer. Moi, j'y connais strictement rien, le mec, il peut me dire ce qu'il veut, j'y connais rien. Et il me dit, ok, bah du coup, voilà, pour le matériel, pour l'intervention et pour la maintenance annuelle, ça fera 1200 euros. Et là, je me suis tu et j'ai pas parlé et je l'ai juste regardé. Ça a bien duré 4-5 secondes, hein, mais 4-5 secondes face à quelqu'un qui parle pas, c'est super long. Et en fait, le mec m'a dit, ok, bah, je peux vous faire 20%. J'ai même pas ouvert la bouche qu'il a déjà fait 20%. Donc je sais que le prix qu'il m'a proposé dès le départ, moins le write-off qu'il m'a fait derrière, ça me permet encore d'aller négocier. Et je lui dis non, je ne signe pas à moins de 30%. Et finalement, j'ai eu mes 30%. Alors qu'en réalité, si c'était tu, j'aurais peut-être essayé de négocier 10% ou 15%, parce que j'ai aucune idée de ce que ça peut valoir. Et ça m'aurait permis derrière de gagner un peu d'argent. Mais en fait, il en aurait gagné encore plus que finalement s'il avait déjà baissé son prix. Donc quand on annonce un prix, on se tait. Une fois que l'autre personne elle revient, elle va vous dire ok ça marche maître ou ok mais par contre voilà telle condition ça me va pas, là c'est un peu cher par rapport à ce que je vais avoir derrière. Là on va pouvoir rentrer dans une phase de négociation. Si on veut vous négocier votre prix à la baisse, vous baissez la prestation. Si vous ne baissez pas la prestation, on aura l'impression que derrière vous avez essayé entre guillemets d'arnaquer la personne qui est en face de vous. J'ai un exemple très concret avec un avocat à qui on a demandé de faire des CGV chez Anomia. On lui demande de faire et finalement, il me donne un prix, donc 1500 euros, un prix qui me paraît être très correct. J'ai aucune idée de ce que ça peut. Enfin, si j'ai une idée de ce que et il me dit, OK, c'est 1500 euros pour 8 heures de travail. Donc je dis, OK, 1500 euros, ça me va. Par contre, 8 heures de travail, très honnêtement, je ne crois pas qu'il va passer 8 heures dessus. Et donc je lui dis, bah écoutez, voilà, maître, c'est trop cher, non merci. Et là, il me dit, OK, je vous l'ai fait pour 1200 euros. Ça veut dire que finalement, en un mail, il a baissé de 20% son prix sans baisser sa prestation. Ça veut dire que finalement, il avait une rentabilité qui lui permettait de baisser encore de 20%. Et finalement, on lui a pas laissé nos CGV parce qu'on a eu l'impression de se faire flouser. Alors que s'il m'avait dit, OK, en fait, je peux le descendre à 1200 euros, mais par contre, le rendez-vous d'une heure qu'on avait a posteriori pour débriefer, pour que tu puisses poser tes questions, bah, en fait, tu les poseras à l'écrit et c'est pas à moi que tu les poseras directement, mais c'est à mon collaborateur. Bah, en fait, là, je leur ai dit, OK, en fait, il va économiser une heure de temps, son temps d'interne est valorisé X euros. Derrière, il le donne à son collaborateur qui est valorisé moins cher. Je comprends que je peux avoir une prestation moins chère. Moi, le prix me convient, on signe. Et donc, ne baissez jamais un prix sans baisser votre prestation en face. Et enfin, dernière phase, la phase numéro 7, c'est la phase de closing. Là, vous devez faire signer votre lettre de mission, votre convention d'honoraires, peu importe comment vous l'appelez, et définir les différentes étapes par lesquelles vous allez passer pour que le client puisse atteindre son résultat. C'est ultra important de pouvoir lui donner de la transparence et de la lisibilité, même si vous êtes en contentieux et que vous n'avez aucune idée du temps que ça va pouvoir prendre. Il faut différentes étapes
le client puisse se repérer par rapport à l'avancée de sa prestation ou pas. Si derrière, sa prestation n'avance pas à cause d'un phénomène tiers, que ce soit une réglementation, que ce soit une juridiction, que ce soit un expert tiers, il faut qu'il puisse en être conscient. Parce que sinon, en fait, ça veut dire que c'est la faute de son avocat. Alors qu'en fait, son avocat, il n'y peut strictement rien, et plus vite ça irait, mieux ça serait pour lui, parce que plus vite il serait payé. Donc voilà ce que j'avais à vous dire par rapport à la conversion. Si vous avez envie de creuser la question, notamment, j'ai fait un webinaire qui s'appelle Comment vendre et se vendre. Sur ce webinaire-là, je n'étais pas malade, donc j'étais un peu plus agréable, un peu plus souriant. Mais en tout cas, vous pouvez aller regarder ça si c'est un sujet qui vous intéresse. Donc pour conclure sur ce webinaire, Thibaut, tu veux t'occuper de la conclusion ou pas? On peut la faire à deux. Une co-conclusion. Mais on va peut-être laisser le temps à nos chers amis présents pour voir s'il y a des questions. Ouais, bah du coup, on fait la conclusion et comme ça, ils ont le temps de poser leurs questions et on peut y répondre. Allez, ça marche. Je te laisse la main ou Ça te va. Alors, on a vu. Vas-y, prends la main. Non, je te la laisse, mais je peux commencer. Non, mais après, moi, je suis une nature très synthétique, donc ça va être assez rapide comme conclusion. Déjà, Ok, très clair. Bah alors, vas-y. Non, je pense qu'il y a plus. J'ai un petit delta. Ouais. Non, je pense qu'il faut. Enfin, je pense que vous l'avez compris. Il y a la notoriété est un sujet parmi tant d'autres, et dans la notoriété, il y a plein de sous-sujets. Donc, à vous de vous positionner sur vos priorités. Qu'est-ce qui vous manque en priorité? Est-ce que c'est plutôt une connaissance au niveau de vos clients, de votre marché? Est-ce que ce qui vous manque, c'est justement ce taux de conversion vous arrivez peut-être à discuter avec de nouvelles personnes, mais vous n'arrivez pas forcément à les convertir en dossier. Est-ce que vous sentez que vous n'êtes pas forcément au bon moment quand vous contactez de nouvelles personnes? Peut-être que vous avez les 5 sujets en même temps, peut-être que vous n'en avez aucun. La question, c'est déjà de faire peut-être un peu un audit aussi de où vous en êtes. Et c'est là aussi que Valentin intervient du coup avec Anomia. Et nous, on est là en support, plutôt sur la partie du coup data audit, sa partie data pardon et outils pour justement vous aider à faciliter ce type de nouvelles interactions avec de nouveaux prospects. Conclusion très floue pour ma part. Valentin, je te laisse sur la tienne. Non, mais c'est très bien. C'est qu'en gros, aujourd'hui, on a vu qu'il y avait 5 phases qui étaient des phases qui étaient très importantes pour votre cabinet d'avocat. Première réflexion assez large sur la notoriété et beaucoup plus sur le positionnement finalement stratégique et marketing que la notoriété en tant que telle. Avec première étape la plus importante qui est l'identification de la cible. Deuxième étape, le fait de contacter ses prospects au bon moment. Quatrième étape, pardon, la mise en place d'une stratégie d'acquisition et cinquième étape, la conversion. Donc, c'est vraiment un cheminement logique qui est nécessaire d'appliquer au sein de votre cabinet pour que derrière, vous puissiez avoir des résultats. Voilà ma conclusion, Thibaut. Allez, c'est pas moi qu'il faut demander, mais c'est plutôt à nos participants. Et si vous avez des questions avant qu'on vous laisse, c'est le moment. Surtout, n'hésitez pas. C'est tout l'intérêt aussi du webinaire, que ce soit un peu interactif. Et on vous remercie en tout cas pour votre présence et on attend les quelques questions si vous en avez. Mais s'il n'y a pas de questions, on va pouvoir y aller. Ouais, on remercie. Valentin, je te remercie déjà. Merci beaucoup, avec grand plaisir. Merci nos chers participants d'avoir joué le jeu et de s'être intéressés au sujet de la notoriété. Merci, belle journée, au revoir. Merci, au revoir.